Comment se transformer quand on est une banque classique et qu'on est challengé par des startups qui créent de nouveaux services 100% web et mobile? Le Crédit Agricole réagit en septembre 2012. Il lance le Crédit Agricole Store qui inaugurera pour la première fois une coopérative de développeurs appelée les Digiculteurs autour d'une plateforme de co-création d'applications avec ses clients, le tout dans une démarche d'open data. Une petite révolution dans l'univers bancaire. Bonjour Emmanuel. Bonjour Marion. Vous êtes en charge du projet Castor, qui n'est pas un animal pour le coup, mais là un vrai projet au sein du Crédit Agricole. Ce projet a démarré en 2012, on est en février à ce moment-là. Oui. Quel est le contexte au sein du Crédit Agricole ? Le contexte, il est triple, à la fois d'un point de vue sécurité, métier, informatique. D'un point de vue sécurité, il y a une prise de conscience qu'on se fait de plus en plus attaquer au niveau de la relation client par des tiers opérateurs, qu'on appelle généralement les agrégateurs, et qui se positionnent en fait sur la relation client en potentiellement en apporteur d'offres, mais surtout en mettant à disposition des clients des applications qui sont très bien faites et qui se connectent à leur compte en banque avec leur identifiant bancaire. Donc ça représente pour nous et pour nos clients un danger extrême. D'un point de vue métier, il y a cette prise de conscience qu'il faut quand même être présent sur la relation client, sur ces nouveaux médias, du digital au sens large. Alors à l'époque, on parle beaucoup de tout ce qui est smartphone, qui commence vraiment à apparaître de manière assez conséquente dans les poches de nos clients. Et puis, bien entendu, on a la partie sécurité, on a la partie métier, on a la partie informatique, parce que derrière, c'est aussi une grande prise de conscience à cette époque qu'il y a une dichotomie entre l'informatique de plateforme, sur lequel on est excellent, on est très bon, sur des cycles un peu longs, et tout ce qui est informatique, j'appellerais ça périphérique, mais en tout cas c'est l'informatique qui se retrouve sur les smartphones, qui se retrouve sur les objets connectés, et là pour le coup, où on est obligé de bouger à la fois sur la méthodologie, parce que les méthodes, même quand on appelle des méthodes agiles, c'est quand même très très long, c'est des cycles de plusieurs mois. Or, sur ces nouveaux devices, entre l'idée et la mise en production, la mise en store, s'il se passe plus de quelques semaines, on est juste, on est plus time to market. On est, voilà. Donc cette triple prise de conscience, ça c'est le contexte, avec à la clé au Crédit Agricole 3 personnes, un directeur informatique groupe, un directeur de la sécurité et une direction de la fédération, qui ont eu cette prise de conscience ensemble et qui ont permis de se dire, il va falloir qu'on regarde les choses autrement, parce que si on veut survivre dans ce monde du numérique, il faut qu'on change tout. Et donc, ils ont pris la décision ensemble de lancer le projet Crédit Agricole Store en 2012. Trois personnes, clairement derrière le projet Castor, au tout début. Pour l'idée. Pour l'idée. Après la réalisation, ça s'est mis en chemin tout courant 2012. Alors, le projet Castor est né finalement, Castor qui est un store, comme son nom l'indique, en septembre à peu près, quelques mois après. On a ouvert officiellement en septembre. En septembre, vous avez ouvert. Quelle a été la première étape du projet Castor ? Alors la première étape, ça a été la construction. La construction déjà de toutes les infrastructures informatiques qui ont permis d'ouvrir notre système d'information. Parce que donc, la prise de conscience, c'est comme on n'était pas capable en termes méthodologiques de développer en interne sur les nouveaux terminaux, il fallait qu'on s'ouvre à des développeurs tierces à l'extérieur pour pouvoir être présents sur ces terminaux-là. Donc il fallait qu'on ouvre notre système d'information avec toutes les problématiques de sécurité de l'Open API. Donc ça a été la première étape. Après, il y avait toute une étape contractuelle qu'il a fallu régler en même temps parce qu'on a voulu créer une coopérative de développeurs qui développent pour nous, c'est les Digiculteurs. Donc je dirais que les Digiculteurs, je m'arrête sur ce terme parce qu'il est quand même assez, il est sympa. Il est assez singulier. Et puis il reflète un petit peu 2012, c'est l'année internationale des coopératives. Donc il fallait qu'on fasse une coopérative et puis le Crédit Agricole, voilà, Digiculteurs, je trouve que ça sonne plutôt pas mal. Donc la phase de contractualisation pour pouvoir finalement rendre possible ce qu'on appelle l'open API. C'est ça. Donc ça a bien duré, voilà, les 6 mois entre l'idée et l'ouverture officielle avec une petite phase de bêta-test sur la fin de l'été, une ouverture officielle en septembre 2012, avec déjà un petit paquet d'applications développées. On est en mars 2013, quand vous avez commencé finalement à lancer le projet, et puis sur le prisme de cette coopérative, vous avez ouvert finalement Castor sur les virements bancaires, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez détailler là-dessus ? En fait,
on avait dès le départ conscience que le Crédit Agricole Store devait être un laboratoire d'innovation. Donc devait s'enrichir d'innovations au fur et à mesure. Et dans ces innovations, il y avait l'extension du périmètre d'ouverture du Crédit Agricole Store. Donc au début, pour des raisons de sécurité, on a été assez prudent, on a ouvert qu'à la consultation. Et puis au fur et à mesure de l'enrichissement en termes de sécurité, on s'est rendu compte qu'il était aussi possible d'ouvrir au virement. Et donc on a fait cette ouverture, c'était fin février, mars 2013. Quel est pour vous à cette étape l'essai le mieux transformé? Sur quoi finalement le proof of concept s'est-il un peu exprimé à ce moment-là? Alors, à cette étape, s'il fallait tirer un bilan sur mars 2013, je pense qu'il y a des choses qui ont vraiment bien réussi. Ce qui a bien réussi, c'est l'ouverture de nos API qui a été faite en mode sécurisé. Ça a été la possibilité de développer très rapidement des applications mobiles, puisqu'en quelques semaines, en quelques mois, on avait déjà tout un paquet d'applications mobiles qui étaient développées, là où auparavant, il fallait quand même plusieurs mois, voire parfois plusieurs années, pour un grand établissement, pour avoir une application mobile. Donc là, je pense que cette réactivité et cette capacité d'accompagner l'innovation, ça c'est vraiment quelque chose qui a bien marché. Puis il y a peut-être des choses aussi qu'on a essayé au début, notamment tout ce qui va tourner autour du modèle économique des applications, sur lequel on a voulu tester des choses et qui n'ont pas aussi bien marché que ce qu'on voulait faire. Mais je pense que ce qui est important, c'est dans un laboratoire d'innovation, tester, savoir qu'il y a des choses qui vont marcher, qui ne vont pas marcher, être très réactif par rapport au changement et accepter qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Et je pense qu'on en a la preuve vivante. On a accepté qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas et on a été très réactif pour les changer. Qu'est-ce qui n'a pas marché, par exemple? Très clairement, la commercialisation des applications. C'est-à-dire qu'au départ, on était parti sur un modèle économique où le client devait payer 79 centimes par mois la consultation de ses données bancaires. On avait fait des études de marché, des choses très poussées, et le client, a priori, était prêt à payer. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un décollage quasiment nul du nombre de clients. Sur une application payante. Sur des applications, ou sur un abonnement en fait pour les applications bancaires. Donc on s'est posé la question, on a vite vu qu'il y avait là un sujet, on a changé le modèle économique et on a vu une explosion du nombre de clients. Donc vous êtes passé à la gratuité? On est passé à la gratuité du côté client, oui, tout à fait. En revanche, cet abonnement qui permettait aussi aux développeurs qui développent pour nous de se rétribuer. Donc là, on a conservé cette partie du modèle économique qui nous semble intéressant. C'est-à-dire qu'on considère qu'il est intéressant d'engager à long terme le développeur dans une application avec nos clients et avec la banque. Donc on continue à reverser ce montant-là aux développeurs, c'est-à-dire quelques centimes par mois et par utilisateur unique de l'application. Toujours via la coopérative. Toujours via la coopérative. Alors, je reviens donc sur cette timeline. Vous êtes passé à la gratuité des applications pour le client final. Vous dites que la courbe a décollé. Oui. Est-ce qu'on peut connaître un ordre chiffré de cette courbe? On a une dérivée seconde à 2 chiffres. Clairement, on est passé, on était à 1000 clients pendant les 6 premiers mois. Oui. Et à partir du moment où on est passé gratuit, en quelques semaines, on est passé à plus de 10 000 clients. Donc on voit qu'on avait vraiment eu un coup d'accélérateur à ce niveau-là. On se rend compte assez facilement aussi qu'à chaque fois qu'on fait un tout petit peu de communication, un emailing, une publication, on a une accélération du nombre de clients. Ça, c'est ce qu'on retient aussi par rapport à ce nouveau mode de consommation. Alors, 10 000 clients qui souscrivent gratuitement à ces applications, ça montre deux choses. Ça montre que d'abord, il y a une attente très forte, et puis ça confirme la mobilité aujourd'hui et la consommation très mobile finalement des services bancaires. Ouais. Aujourd'hui, et pour les quelques années à venir, le mobile est vraiment l'axe majeur du développement de toutes les grandes entreprises. Après, derrière, les 10 000 premiers clients en 3 mois, ça représente aussi quelque chose d'important. C'est qu'une banque fait généralement des applications de banquier, et ce n'est pas ce qu'attend le client. Le client, il attend surtout des applications qui répondent à ses besoins. Et ses besoins, c'est quoi? C'est je veux me loger. C'est même pas je veux acheter une maison, c'est je veux me loger, je veux me déplacer, je veux élever mes enfants, je veux les nourrir, peut-être les élever avec de l'argent de poche. Donc il y a des vrais besoins que l'on peut rattacher ou pas à des informations dans le système d'information bancaire. Et on travaille beaucoup à élever le débat, c'est-à-dire qu'on se dit, arrêtons de faire des applications de banquier, positionnons le débat un petit peu plus haut et croisons des données avec d'autres acteurs de l'Open API pour faire des applications qui répondent vraiment aux besoins du client. Et on va faire une application qui va répondre à ses besoins de remboursement de santé, à ses besoins de gérer l'argent de poche de ses enfants. Et on est en train de regarder, là on a un hackathon qui est prévu sur le thème de la mobilité, où on veut prendre de l'altitude et de se dire comment on peut optimiser la mobilité avec tous les transports, toutes les solutions intermodales, voilà. Et on a dans la boucle, on a des PSA, on a XI, tous ces grands acteurs. Alors il y a quand même une question qui se pose, comme dans toute transformation, évidemment ça fait des heureux, mais pas que.
Quid du réseau d'agences physiques dont vous disposez encore aujourd'hui? On n'a pas forcément profité de notre atout parce que ce réseau d'agences physiques est un atout différenciant sur lequel il faut qu'on s'appuie. Et on ne s'est pas assez appuyé sur ce réseau d'agences physiques. On a voulu justement essayer de les préserver par rapport à tout ce nouveau monde qui bougeait un petit peu dans le numérique. Je pense que c'est peut-être quelque chose sur lequel il va falloir qu'on bouge et qu'on s'appuie plus sur le réseau d'agences physiques. Maintenant, la question derrière, si vous dites que ça ne fait pas que des heureux, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de retirer un petit peu de la relation client du réseau physique en les amenant sur le numérique? La réponse, elle est clairement non. Aujourd'hui, au contraire, on se rend compte que plus un client consomme dans le mobile, plus il va le vouloir de la relation physique aussi avec son banquier. Donc ça, c'est un premier constat. Et puis au-delà de ça, cette révolution du numérique nous amène aussi, nous, à nous poser des questions sur notre métier, sur qu'est-ce qu'on fait dans ces agences. Et on est persuadé qu'on va trouver des choses, alors je ne peux pas trop vous en dévoiler aujourd'hui parce que c'est public, mais on va trouver des choses dans ce monde du numérique qui va revaloriser le face-à-face, qui va lui redonner du sens, et qui va faire que ce beau réseau d'agences physiques qu'on a et qu'on peut partager avec d'autres grands acteurs, parce que la Poste est exactement dans la même situation que nous, ce réseau va vraiment avoir une valeur différenciante par rapport à des acteurs qui sont full numériques, qui sont full dématérialisés, qui potentiellement seront forcément meilleurs parce qu'ils partent de rien, donc ils ont un système d'information très agile. Et comment faire en sorte que ce réseau de physique d'agence puisse être différenciant? On y travaille d'arrache-pied. En 2015, les chiffres de Castor, ça donne quoi? Là, on est début 2015, donc c'est presque les chiffres fin 2014. On a 75 000 clients actifs, c'est-à-dire qui viennent régulièrement, une fois par mois, consommer une application du Crédit Agricole Store. On a, je crois, 23 digiculteurs dans cette coopérative. On doit avoir, alors je sais que notre responsable de la communication, Anne, est en train de faire un petit peu le ménage, mais on avait 260 idées de clients, parce que c'est aussi ça la co-création, c'est avec les clients d'amener des idées de nouvelles applications. On en avait 260 dans le stock numérique. C'est un beau hackathon là, qui va démarrer, donc ce sera notre deuxième hackathon où on espère avoir quelques belles applications. Donc voilà, c'est une vraie réussite et c'est surtout une vraie réussite en termes de réflexion, de transformation d'une grande entreprise comme la nôtre. Et c'est des tas d'apprentissages, c'est l'apprentissage que pour être agile dans un monde de grande entreprise, faut être sous forme de start-up. Une start-up dans un grand groupe, là ça a du sens. Alors justement, je vous disais, ça donne quoi Castor, Crédit Agricole Store? Ça donne quoi surtout dans l'entreprise, au sein du COMEX par exemple? C'est quelque chose qui est devenu stratégique, qui est devenu très sérieux, ou qui reste encore un petit peu un projet exogène au cœur business finalement? Je dirais presque les deux. Ça reste d'un point de vue organisation. Nous sommes un GIE complètement indépendant qui appartenons aux 39 caisses régionales, donc on est complètement indépendant par rapport aux autres GIE du groupe. Et ça va poser question. Ça pose question de comment on va transformer l'innovation. Parce que pour démarrer l'innovation, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est faire une start-up, ça a du sens. Maintenant, après, comment réintégrer cette start-up dans un fonctionnement? Est-ce qu'il faut le faire ou pas? C'est une vraie question quand on parle d'innovation. Et si on doit le faire, dans quelle mesure ça doit se faire? Ça, c'est en cours de réflexion en ce moment. Maintenant, ça reste un projet stratégique. Et en plus, c'est un projet qui a été reconnu comme officiellement en dehors du groupe, même comme une vraie réussite. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de sujet là-dessus. Ça reste un projet stratégique. Ça reste une fonction stratégique de l'entreprise. Maintenant, comment la transformer dans l'organisation de l'entreprise? Ça, c'est un sujet sur lequel on est aussi en train de réfléchir. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Marion.